Nous sommes le 2 mars 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette édition du 7-8, Les Invités, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Voici le sommaire. Conception et développement des véhicules de la marque aux losanges. Le technocentre à Guyancourt est au cœur du travail de Renault. Il est aussi l'un des sites les plus actifs sur le plan économique pour 50 ans en Yvelines. En rencontre avec son directeur Philippe Brice-Montier dans quelques instants. Et puis le 19e printemps des poètes se déroule en ce moment avec la thématique de l'Afrique mise en lumière. 36 rendez-vous prévus à 50 en Yvelines, invité notamment Samira Negrouche en plateau avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir également à Jacques Fournier. Vous êtes le directeur des itinéraires poétiques qui chapeaute sur 50 ans en Yvelines toute cette opération. Bonsoir. Justement, déjà un mot sur cette édition. Vous annoncez lecture, exposition, rencontre, spectacle pour découvrir, je cite, la parole portée par des poètes venus d'un continent en pleine mutation. Oui. On va découvrir une très grande richesse. Oui, on va essayer de montrer que voilà, ce continent multiple, protéiforme, dans ses langues, dans son histoire, dans ses écritures, est complètement méconnu. Si on parle de poètes africains, on citera en premier inévitablement Senghor, sachant qu'une grande partie de son œuvre a quand même été écrite en France et en langue française. Et on oubliera aussi toute la richesse de l'Afrique du Nord, on oubliera toute la richesse de l'Afrique subsaharienne. Alors nous, on s'est attaché principalement, comme on le fait souvent avec les itinéraires poétiques, aux poètes de langue française, prioritairement. Voilà, en allant chercher des poètes des Afriques, de l'Afrique noire principalement, de l'Afrique blanche, vivant en Afrique même, ou de la diaspora africaine vivant en France, en Belgique, parce qu'ils ont aussi une langue qui s'est nourrie de ce que l'on peut, de ce qu'ils ont pu prendre de ce que nous avons pu leur apporter et de ce qu'ils ont accepté de tout cela. Le printemps des poètes, c'est en ce moment et c'est jusqu'au 25 mars. Il y a une riche programmation, vous l'avez compris, sur 50 ans en Yvelines. Il y a un site internet pour connaître tous les détails, même si on va essayer de donner quelques rendez-vous au cours des prochaines minutes. Samira Negrouche, j'aimerais avoir votre regard aussi sur une telle initiative, une telle opération. On est dans un moment, si on reste dans la politique, dans l'actualité, de repli sur soi aujourd'hui. Et là, grâce à ce printemps des poètes, on va s'ouvrir, on va découvrir la richesse d'un continent. Absolument, un continent qui est très souvent soit oublié, soit stigmatisé. On oublie que c'est quand même la mère des civilisations, notre berceau à tous, que ce soit génétiquement ou culturellement. Un continent qui peut-être pour une certaine partie de son histoire s'est transmis de façon orale, mais qui comporte aussi des écritures singulières, très fortes, très diverses, qu'elles soient francophones, comme venait de le dire Jacques Fournier, mais également lusophones, anglophones, et également dans des langues qui sont très anciennes, parmi lesquelles je citerai le tamazight, puisque je suis nord-africaine. Vous écrivez en français, vous le disiez tout à l'heure, vous mettez en lumière principalement les auteurs francophones qui écrivent en français. Pourquoi ce choix du français ? Alors ce choix, parce que c'est une langue qui s'est développée bien au-delà des colonisations, qui, après les indépendances, est restée vivante d'une manière différente d'une région à une autre de l'Afrique. En Algérie, par exemple, c'est une langue qui est encore enseignée à l'université. Je suis de formation médicale. Toutes les études scientifiques dans mon pays se font en français. Donc on ne peut pas demander à des personnes qui sont formées intellectuellement dans une langue d'écrire dans une autre langue. Très souvent, on nous voit comme un pays exclusivement arabophone. Ce n'est pas le cas. Et au-delà de cela, nous descendons aussi d'une généalogie de littérature algérienne ou maghrébine ou africaine de langue française. Et un auteur né de ces lectures, forcément, et des lectures des aînés qui sont nés et qui ont développé une écriture à partir de leur imaginaire, de leur territoire, de leur patrimoine. Donc je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Kateb Yassine et Assia Djebar, ou bien Khatibi, ou bien Senghor, ou bien Pirago Diop. Il faut aussi savoir que cette langue française, nous l'irriguons d'une autre manière et elle est irriguée des langues qui coexistent et qui évoluent dans nos territoires. Il faut savoir également que le continent africain est un réceptacle et est un terrain important pour la langue française jusqu'à demain. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais me semble-t-il, il y aura demain plus de francophones en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Jacques Fournier, qu'est-ce qui vous séduit dans le travail de Samira, dans son écriture? C'est aussi ce mariage des influences?
Oui, Samira, en plus, est une grande voyageuse. C'est-à-dire que son écriture se nourrit de tout ce qu'elle voit. C'est une éponge. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la personne qu'elle est, que je connais depuis maintenant quelques années, puisque Samira a participé aux manifestations de la Maison de la Poésie dans une autre époque. Et je lui ai proposé de revenir cette année, d'être l'invitée d'honneur de ce Printemps des Poètes sur 3 semaines. Elle sera présente jusqu'au 18 mars, le dernier événement auquel elle interviendra. Et son écriture, moi, m'a intéressé et elle m'intéresse toujours, parce que justement, elle cherche, on a l'impression que dans son écriture, elle est en train de... rien n'est définitif. Il y a une recherche. Les formes ne sont pas toujours les mêmes d'un ensemble poétique à l'autre. On vient de faire publier aux éditions Mazette de Gilles Cheval et Floriane Fagot à plaisir un livre de Samira qui est constitué de différentes suites. Et ces suites ont chacune leur identité. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire que Samira n'est pas de ces poètes qui enferment la poésie dans une forme. Et cette richesse, justement, elle permet le dialogue, elle permet l'échange, et elle se nourrit de ce qu'on a appelé les printemps arabes, mais tout aussi de sa vie personnelle, de ses amours, de ses rencontres, de ses déceptions, de ses voyages. Et quand Samira est arrivée en France il y a quelque temps, elle m'a tout de suite dit, voilà, j'ai rencontré un tel, j'ai rencontré une telle, et tel Adnan, j'ai rencontré Leïla Sebar, voilà, des amis à elle, des gens qu'elle aime rencontrer, parce que c'est une éponge d'amitié et d'amour. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça. Pour découvrir son travail, on va être pris par le temps, mais quels sont les rendez-vous majeurs auxquels vous allez participer? Alors on va déjà citer le livre, peut-être, Samira, le titre. Alors, 6 arbres de fortune autour de ma baignoire, qui est sorti hier aux éditions Mazette. Peut-être la première rencontre qui me vient comme ça, c'est la carte blanche que m'a donnée Jacques Fournier, pendant laquelle j'invite 3 poètes des Afriques, Amina Saïd, qui est une poète tunisienne, mais également Véronique Tadjo, Tané Laboni. Nous avons la chance d'avoir une très grande chanteuse algérienne qui a réussi à retrouver des chants anciens, des poèmes anciens des Aurès. Donc elle sera là, Horia Aichi. Voilà, et ce sera le 9 mars à la maison de quartier Théodore Monod à Guyancourt. C'est un des rendez-vous, je dirais, un rendez-vous africain de ce temps fort, de ce moment pour nous important. Un autre important, ce sera le 18 mars, cette fois-ci à La Verrière, à la maison de la musique et de la danse. Là aussi, une soirée algérienne à laquelle participera Samira, aux côtés de la poète marocaine Rimbatal, mais aussi du performeur camerounais, belgo-français Maximilien Atangana. Et on invite aussi un personnage assez exceptionnel, c'est Abdelweta Alamana, qui est éditeur mauritanien et qui vient de publier un ouvrage remarquable qui s'appelle Le Lignage, l'histoire d'une famille de 5 générations d'une même famille de poètes mauritaniens. Voilà, et on a plein d'autres rendez-vous un petit peu partout sur ce territoire. Le programme complet à retrouver sur le site internet itinéraire poétique sky.fr. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau nous parler de ce Printemps des Poètes qui débute. Et puis vous suivrez l'actualité de ce Printemps des Poètes, bien sûr, au cours de nos différentes éditions. On change complètement d'univers. À présent, nous restons sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais nous allons aller du côté du Technocentre Renault à Guyancourt, qui emploie plus de 10 000 salariés. Rencontre avec le directeur du Technocentre, Philippe Brismontier, Nicolas Dandry, Nicolas Kirillovitz. Les résultats du groupe Renault pour l'année 2016 sont tombés il y a maintenant quelques semaines. 13% de croissance, plus de 3 millions de véhicules vendus. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui au Technocentre de Renault à Guyancourt en compagnie de Philippe Brismontier. Bonjour Philippe Brismontier. Bonjour. Alors quelle est votre participation à vous, le Technocentre, dans ce chiffre d'affaires de Renault? Alors vous avez raison de dire la participation du Technocentre parce que bien entendu, les résultats de Renault sont les résultats de toute l'entreprise. L'entreprise en France, mais aussi à l'étranger, à l'international. Et bien entendu, le Technocentre a toute sa part, puisque vous le savez, ici, nous concevons la gamme Renault, la gamme Dacia, dans leur entièreté. Et donc, bien entendu, les bons résultats commerciaux sont très liés à ce qui a été conçu ici. Donc c'est aussi très bon pour le moral des équipes, qui ont travaillé d'arrache-pied, je dois le dire, pendant toute l'année 2016. Et ça leur permet d'engager l'année 2017 sous d'excellents auspices. Alors justement, l'année 2017, quelles sont les perspectives de développement? Peut-être des projets à évoquer? Alors les projets, c'est d'abord la continuité de tout ce qu'on aura fait en 2016, mais même également en 2015, puisque vous savez que quand on démarre un projet véhicule, ça ne dure pas une année, hein, c'est un projet, ça dure sur plusieurs années. Donc nous allons poursuivre tous les projets qui ont été engagés les années passées, poursuivre le renouvellement de la gamme, même si
elle a été largement renouvelée ces dernières années. Et puis nous avons des projets un peu emblématiques qui seront dans la route d'ici peu, sur la route d'ici peu, comme par exemple le véhicule autonome et tout ce qui tourne autour du véhicule connecté, du digital, qui sont des enjeux extrêmement forts pour l'entreprise aujourd'hui en termes de concurrence. À quel stade de développement en est le véhicule autonome, justement ? Alors le véhicule autonome, il roule déjà. Il y en a même quelques-uns qui roulent autour du technocentre. Mais entre le moment où la voiture est capable de rouler et le moment où elle sera commercialisée, il va se passer du temps. Tout d'abord parce que la réglementation n'est aujourd'hui pas adaptée aux véhicules autonomes et qu'il y a un gros travail sur ce terrain-là avant qu'on puisse faire rouler les voitures. Le campus de Guyancourt, le campus automobile, doit ouvrir dans les prochains mois, peut-être pour l'année 2018. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, ce type d'établissement ? Alors le campus automobile, j'imagine que c'est l'établissement qui s'est créé du côté de la place des Frères Perret, qui est en travaux aujourd'hui, encore pendant une petite année. Aujourd'hui, on annonce que ce sera un centre de formation automobile, donc c'est d'abord une bonne nouvelle pour Renault. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer les propriétaires de l'entreprise, mais nul doute qu'au moment où les travaux seront presque terminés, nous aurons l'occasion de discuter ensemble. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui précisément de quoi sera fait cette entreprise, mais ce que je sais, c'est que si c'est vraiment de la formation et si c'est de la formation pour l'automobile, il n'y a pas de raison que nous ne travaillions pas ensemble. D'abord, ça nous apporte au quotidien des jeunes que nous recrutons et qui peuvent venir aussi des universités autour du technocentre, que ce soit les grandes écoles ou les universités qui sont sur Saclay ou que ce soit l'université qui se trouve à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons recruté 700 personnes ici au technocentre et beaucoup d'ingénieurs et cadres en 2016. Nous recrutons environ 500 stagiaires chaque année et également 500 collaborateurs en alternance. Donc voilà, on a énormément à tirer profit de toutes ces écoles et universités. Comment vous introduisez, vous, dans vos recherches, dans les conceptions, le développement que vous faites ici au Technocentre, comment vous intégrez cette question environnementale ? Alors, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de la voiture et le domaine des moteurs. Bien entendu, nous appliquons les règles légales et les normes évoluent. Donc nous devons également faire en sorte que nous soyons aux normes telles qu'elles évoluent dans les années à venir. Et concernant le carburant, le diesel, deux facteurs font qu'il augmente aujourd'hui. D'une part, l'accord de l'OPEP qui a été signé en fin d'année 2016 et d'autre part, la fiscalité qui est de plus en plus dure sur le diesel. Comment vous positionnez dans vos recherches, dans le développement aussi, par rapport à cette question-là ? D'abord, nous fabriquons des moteurs diesel, mais nous fabriquons aussi des moteurs essence et nous fabriquons aussi des moteurs électriques. Ne l'oublions pas, puisqu'on évoquait tout à l'heure dans votre question précédente tout ce qui concerne l'environnement. Renault s'est engagé fortement il y a quelques années sur le développement du moteur électrique. Aujourd'hui, chaque année, nous vendons environ, dans le monde, 30 000 véhicules électriques, ce qui n'est pas rien. S'agissant du moteur diesel et s'agissant des normes ou s'agissant des réglementations, bien sûr, je n'ai pas d'avis à donner sur les réglementations, nous sommes là pour les appliquer. Les normes évoluent, nous faisons en sorte que nos véhicules évoluent en même temps que les normes. Philippe Brice-Montier, merci. Merci à vous. C'est la fin du 7-8, les invités pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition.